Le 8 décembre 2025, le président Félix Tshisekedi Tshilombo s'est présenté devant le Parlement congolais, réuni en congrès, pour délivrer son message annuel sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la Constitution. Ce rendez-vous de vérité, de redevabilité et d'espérance intervient alors que la coalition AFC M23, soutenue directement par l'armée rwandaise, s'est emparée de Goma et Bukavu. Le chef de l'État a dressé un bilan sans concession, révélant la stratégie géopolitique d'une nation qui refuse de céder face aux agressions, réaffirme sa souveraineté sur ses ressources stratégiques et se repositionne sur l'échiquier international comme une puissance d'influence incontournable. L'année 2025 aura été celle des contradictions majeures. Le pays a enregistré des avancées diplomatiques historiques avec l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité condamnant explicitement l'agression rwandaise et la signature le 27 juin 2025 des accords de Washington pour la paix et la prospérité entre la RDC et le Rwanda. Parallèlement, la guerre d'agression s'est intensifiée avec des violations graves et systématiques des droits humains. Des exécutions sommaires, des violences sexuelles érigées en méthode de combat et le déplacement forcé de populations entières. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies du 23 juin 2025, réitéré le 19 septembre, a confirmé que les forces de défense rwandaises exercent un contrôle effectif des opérations de l'AFC M23. Dès le lendemain de l'entérinement des accords de Washington le 4 décembre 2025, des unités rwandaises ont lancé des attaques depuis Bugarama, provoquant de lourds dégâts à Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Le discours présidentiel révèle une ambition géostratégique claire: transformer la RDC d'une périphérie des relations internationales en une puissance centrale reconnue. Avec une élection au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2026-2027 avec 103 voix sur 187, une adhésion au Conseil des droits de l'homme à Genève, une vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Depuis novembre 2025, la RDC s'affirme désormais comme un acteur diplomatique de premier plan. Le pays a conclu des accords économiques stratégiques avec les États-Unis portant sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, la modernisation du corridor Sakania-Lobito et le développement d'infrastructures stratégiques, tout en diversifiant ses partenariats vers l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe centrale. Cette analyse d'Inside News Review propose une analyse géopolitique approfondie du discours présidentiel, disséquant les enjeux de souveraineté, de résilience économique, de repositionnement international et de transformation structurelle. Comment la RDC articule-t-elle sa réponse diplomatique face à une agression militaire persistante? Quelle est la cohérence entre les engagements de paix signés à Washington et la réalité du terrain? Comment le pays mobilise-t-il ses ressources stratégiques pour renforcer sa position géopolitique mondiale? Quels sont les leviers de transformation économique et sociale que le gouvernement active pour garantir la stabilité intérieure tout en affirmant son statut de pays solution pour l'Afrique et pour le monde? Cette émission décrypte les lignes de force et les contradictions d'un discours qui dessine les contours d'une république en profonde mutation. Commençons par l'offensive de 2025 et la qualification juridique du conflit. Le président Tshisekedi a qualifié sans détour la situation à l'est du pays de guerre d'agression par procuration visant à contester la souveraineté congolaise sur un espace hautement stratégique, riche en minerais critiques et en potentialités économiques déterminantes. Cette qualification juridique écarte délibérément les narratifs réduisant le conflit à une simple rébellion interne ou à des tensions communautaires locales. En insistant sur le caractère d'agression extérieure, le chef de l'État ancre juridiquement sa position dans le droit international, légitimant ainsi les recours diplomatiques et les demandes de sanctions contre l'agresseur.
Le discours mentionne explicitement que la coalition AFC M23 bénéficie du soutien direct de l'armée rwandaise, s'emparant de Goma et Bukavu et étendant son emprise sur de vastes portions des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette offensive s'est accompagnée de violations graves et systématiques des droits humains, incluant des exécutions sommaires, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et le déplacement forcé de communautés entières. Le président a souligné que cette surenchère militaire s'inscrit dans une logique d'entreprise organisée de prédation des ressources naturelles et de déstabilisation des institutions congolaises. Cette analyse révèle la dimension économique du conflit. L'Est de la RDC concentre des gisements exceptionnels de coltan, de cobalt, d'or et d'autres minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique mondiale et aux technologies de pointe. Le contrôle de ces territoires par des groupes armés ou par des forces étrangères déguisées représente un enjeu géoéconomique majeur dépassant largement les frontières congolaises. En réponse, le président a rappelé la résistance farouche opposée par les forces armées de la RDC, appuyées par la police nationale, les services de sécurité et les patriotes Wazalendo, qui ont contenu plusieurs offensives majeures. Stabiliser des axes vitaux et protéger des corridors humanitaires dans des conditions extrêmement difficiles. Le chef de l'État a observé un moment de recueillement en hommage aux victimes et a salué l'engagement de ses forces incarnant la résistance du peuple congolais. La réponse congolaise n'a pas été uniquement militaire. Le président a annoncé une reconfiguration en profondeur du dispositif de défense, avec la réorganisation de certains commandements opérationnels, le redéploiement de moyens sur les fronts prioritaires, le renforcement du renseignement et une lutte résolue contre les réseaux de contrebande finançant la guerre. Ces réformes s'accompagnent d'une transformation structurelle du secteur de la sécurité destinée à professionnaliser l'armée, améliorer la condition du soldat, renforcer la discipline et prévenir toute forme d'abus contre les civils. Cette approche holistique combine efficacité opérationnelle et respect des droits humains, répondant aux critiques internationales souvent formulées à l'encontre des forces de sécurité congolaises. Le président a insisté sur le fait que l'État ne tolère ni les crimes des groupes armés, ni les dérives de ceux qui portent l'uniforme de la République. Cette double exigence de discipline interne et d'efficacité externe constitue un pilier central de la stratégie sécuritaire visant à restaurer la confiance des populations locales et des partenaires internationaux dans les capacités de l'État congolais à protéger son territoire et ses citoyens. Cette section expose la dimension multidimensionnelle de la crise sécuritaire à l'Est, une agression extérieure à caractère géoéconomique, une réponse militaire renforcée par des réformes structurelles et une stratégie d'affirmation de la souveraineté nationale face aux tentatives de déstabilisation. Cette stratégie sécuritaire se double d'une offensive diplomatique sans précédent, révélant comment la RDC a réussi à transformer une crise militaire en levier de repositionnement géopolitique international. Le gouvernement congolais a compris que la paix véritable viendra d'une combinaison stratégique de fermeté sur le terrain et de puissance dans les organisations internationales. C'est précisément cette articulation entre force et diplomatie qui a permis à la RDC d'obtenir des avancées historiques sur le plan multilatéral, marquant un tournant décisif dans la gestion de cette crise régionale aux ramifications mondiales. Analysons ce qui se dit comme un tournant historique au Conseil de sécurité. L'année 2025 restera gravée dans les annales diplomatiques congolaises comme celle où, pour la première fois depuis le début des agressions répétées contre le pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773 condamnant explicitement l'agression du Rwanda contre la RDC et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel des forces rwandaises du territoire congolais. Cette adoption marque une rupture majeure dans le traitement international du conflit des Grands Lacs. Pendant des décennies,
les résolutions onusiennes avaient évité de nommer explicitement l'État rwandais comme agresseur, préférant des formulations diplomatiquement ambiguës dénonçant les groupes armés sans identifier leurs commanditaires étatiques. La résolution 2773 brise ce silence complice en établissant juridiquement la responsabilité de Kigali dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Cette victoire diplomatique résulte d'une stratégie méthodique de documentation, de plaidoyer et de mobilisation de la communauté internationale menée par les autorités congolaises. Le discours présidentiel souligne que cette avancée a trouvé un écho favorable au sein de l'Union africaine, dont le Conseil de paix et de sécurité a dénoncé sans équivoque les exactions de l'AFC M23, des ADF, des FDLR et d'autres groupes armés, réaffirmant l'exigence du retrait immédiat de toutes les forces étrangères présentes sur le territoire congolais sans l'accord des autorités légitimes. Cette convergence entre l'ONU et l'UA renforce la légitimité juridique de la position congolaise et isole diplomatiquement le Rwanda. Le président Tshisekedi a rappelé que la RDC n'a cessé de porter avec constance la vérité de ce qui se passe à l'est du pays, transformant progressivement une crise régionale en enjeu de sécurité internationale. Cette persévérance diplomatique a porté ses fruits non seulement au Conseil de sécurité, mais également dans d'autres enceintes multilatérales où la voix congolaise compte désormais. Parallèlement à cette victoire onusienne, deux séquences diplomatiques exigeantes ont été engagées. D'une part, les négociations conduites avec l'appui des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné au niveau des chefs d'État le 4 décembre 2025, adossé à la résolution 2773. Cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité et un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à condition que la sécurité et la souveraineté de la RDC soient pleinement garanties. D'autre part, sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, la RDC a conclu à Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre avec l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global fondé sur le désengagement militaire du M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Le président Tshisekedi a tenu à être parfaitement clair sur la portée de ces accords. Il ne consacre aucune forme de partage de souveraineté, ne valide ni les prétentions territoriales, ni la mise sous tutelle des ressources congolaises, et ne saurait être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire des victimes injustement tombées du fait de cette agression. Cette fermeté juridique et morale accompagne une stratégie diplomatique pragmatique qui assume ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Le président a défini 4 priorités. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite des ressources. Assurer la protection effective des civils et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, ancrer la paix dans la durée en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation. Toutefois, le discours présidentiel n'élude pas une réalité troublante. Malgré la bonne foi congolaise et l'accord récemment entériné, le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature, des unités des forces de défense rwandaises ont conduit des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels,
notamment à Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. Le groupe d'experts sur la RDC, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré le 19 septembre, a conclu que les forces de défense rwandaises exercent le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Cette violation immédiate des accords révèle que la signature de documents diplomatiques ne suffit pas à garantir la paix si elle n'est pas accompagnée d'une pression internationale soutenue et de sanctions effectives contre les violations constatées. Le président Tshisekedi a affirmé que, fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec les partenaires, la RDC n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté, ni à la sécurité de ses citoyens. Le chef de l'État a rappelé qu'il reste convaincu que ce tournant diplomatique ouvre un chemin nouveau, exigeant certes, mais où la paix est à nouveau à portée de main. La RDC y prendra toute sa part avec dignité et constance aux côtés de ses partenaires, tout en restant vigilante, sans être pessimiste, lucide, mais résolument optimiste. Cette lucidité stratégique reconnaît que la paix véritable prendra corps dans le quotidien retrouvé, l'État qui revient avec l'école et les centres de santé, les routes qui s'ouvrent à nouveau, les marchés qui reprennent vie et une jeunesse à qui l'on offre des perspectives d'emploi et d'avenir. Les succès diplomatiques obtenus en 2025 s'inscrivent dans une stratégie cohérente de repositionnement géopolitique de la RDC, non seulement comme victime d'agressions nécessitant protection internationale, mais surtout comme acteur majeur des relations internationales capable d'influencer les décisions qui façonnent la paix, la sécurité et le développement en Afrique et dans le monde. Le président a souligné qu'au-delà de ces accords de paix, l'année 2025 a vu se confirmer une réalité désormais incontestable. La voix de la RDC compte à nouveau dans le concert des nations. Cette nouvelle stature diplomatique ouvre des opportunités considérables pour mobiliser des ressources, attirer des investissements et imposer une gouvernance internationale plus équitable des ressources stratégiques que possède le pays. Le discours présidentiel révèle une ambition stratégique majeure. Faire passer la RDC du statut de périphérie des relations internationales à celui de puissance centrale reconnue et écoutée. Cette transformation s'appuie sur des réalisations concrètes et mesurables. En 2025, la RDC a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 avec 103 voix sur 187. Après avoir rejoint le Conseil des droits de l'homme à Genève et accédé à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au plan régional, la RDC a pris en novembre 2025 la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à l'issue du 9e sommet ordinaire tenu à Kinshasa, avec pour mandat de relancer la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération. Ces responsabilités attestent que la RDC s'affirme désormais comme une puissance d'influence et de proposition, appelée à peser sur les décisions majeures qui façonnent la paix, la sécurité, les droits humains et le développement en Afrique comme à l'échelle mondiale. Cette nouvelle stature internationale s'accompagne d'une diplomatie régionale intensifiée au sein de la SADC, de la CEEAC, de l'EAC, du COMESA et de la ZLECAf, où la RDC affirme une ligne claire. La paix dans les Grands Lacs est la condition non négociable de la prospérité du continent. Une paix fondée sur la justice et garantie par le respect de la souveraineté congolaise. Le président Tshisekedi a souligné que la diplomatie congolaise n'a pas été seulement défensive, elle a été également offensive et proactive pour diversifier les partenariats et inscrire la RDC dans les grandes dynamiques de ce siècle. Le pays a poursuivi un redéploiement géostratégique vers de nouveaux espaces de coopération, brisant la dépendance traditionnelle vis-à-vis des partenaires occidentaux
et construisant une multipolarité diplomatique conforme aux intérêts nationaux. En Amérique latine, des missions interministérielles en Uruguay, en Argentine et au Brésil ont permis de conclure des accords opérationnels dans la défense, l'agriculture, la culture et les technologies, ouvrant au pays des marchés et des transferts de compétences jusqu'ici peu exploités. Cette ouverture vers le Mercosur répond à une logique de coopération sud-sud permettant à la RDC de bénéficier d'expertise technique dans l'agro-industrie, les infrastructures hydrauliques et la transformation locale des matières premières, tout en accédant à des marchés d'exportation alternatifs. En Afrique, la RDC a relancé une relation stratégique avec l'Éthiopie, notamment autour de la transition énergétique et des grands ouvrages hydroélectriques. Cette alliance avec Addis Abeba permet d'échanger des expertises techniques et de construire une position commune dans les négociations internationales sur le financement des infrastructures énergétiques en Afrique. Au Moyen-Orient, la RDC a consolidé ses liens d'amitié avec l'État d'Israël, les Émirats arabes unis et le Qatar, dans une dynamique d'ouverture équilibrée d'investissement, d'innovation et de sécurité. Le président a particulièrement souligné l'importance de la visite à Kinshasa de Son Altesse l'Émir du Qatar, lors de laquelle 6 accords structurants ont été conclus touchant au développement des infrastructures portuaires, à la coopération juridique, à l'exemption réciproque de visa, à l'appui humanitaire multisectoriel, à la promotion de la jeunesse et des sports, ainsi qu'à la consultation politique régulière. Le rôle de médiateur joué par le Qatar dans l'accord-cadre de Doha témoigne de la profondeur stratégique de ce partenariat qui dépasse la simple dimension économique pour inclure des enjeux de sécurité régionale. En Asie du Sud-Est, la RDC a approfondi ses partenariats avec l'Indonésie et le Vietnam afin de diversifier ses chaînes de valeur et d'accélérer les coopérations industrielles et technologiques. Ces 2 pays offrent des modèles pertinents de développement économique fondés sur la transformation locale des matières premières et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. En Europe et en Asie centrale, la RDC a ouvert de nouveaux horizons de coopération avec la Serbie, la Hongrie et le Kazakhstan pour développer des projets conjoints dans l'industrialisation, les infrastructures, l'agro-industrie et la logistique. Cette diversification géographique des partenariats traduit une volonté de construire un réseau d'alliances multipolaires permettant à la RDC d'obtenir les meilleures conditions de coopération. Toutefois, le tournant géostratégique le plus significatif réside dans l'approfondissement sans précédent du partenariat avec les États-Unis d'Amérique. En marge de la signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington, le président Tshisekedi a conclu avec Washington un accord économique stratégique ainsi qu'un mémorandum d'entente sécuritaire consacrant un partenariat fondé sur la confiance, la transparence et la convergence des intérêts. Cet accord économique s'inscrit dans la dynamique mondiale de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Il ouvre un cadre de coopération de long terme visant à renforcer la gouvernance et la traçabilité des ressources congolaises, à stimuler la transformation locale et à soutenir des projets structurants capables de relier la richesse minière à l'industrialisation et à la création d'emplois. Il prévoit notamment un appui à la modernisation du corridor Sakania-Lobito, au développement du Grand Tanga et à la mise en place de mécanismes favorisant un environnement d'investissement plus sûr et plus compétitif pour les entreprises américaines. Le mémorandum d'entente en matière de sécurité renforce la coopération en la protection des infrastructures critiques, l'amélioration des capacités de défense et de renseignement et la lutte contre les trafics transfrontaliers, notamment ceux liés à l'exploitation illicite des minerais. À travers ces instruments, le président affirme l'ambition congolaise de convertir ses ressources stratégiques en puissance de développement et de faire des partenariats internationaux des accélérateurs de souveraineté, de stabilité
et de prospérité partagée. Cette stratégie de transformation des ressources en pouvoir géopolitique constitue le cœur de la vision économique du gouvernement, qui refuse le statut de simple fournisseur de matières premières brutes pour se positionner comme acteur incontournable de la transition énergétique mondiale et producteur de valeur ajoutée. À Genève, l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme investit le pays d'une responsabilité majeure: défendre la dignité humaine et les libertés fondamentales. Le président a rappelé les démarches engagées pour la mise en place de mécanismes internationaux d'enquête sur les violations graves des droits humains, notamment à Goma, tout en intensifiant le plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide. À New York, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le président Tshisekedi a réitéré le soutien de la RDC à l'intégration du crime d'écocide dans le droit international, souhaitant que la destruction délibérée de l'environnement soit reconnue et sanctionnée avec la même gravité. Cette position prolonge naturellement l'identité de la RDC comme pays solution climatique, gardien de la deuxième forêt tropicale du monde et de réserves d'eau douce d'importance planétaire. Dans toutes les enceintes multilatérales, la RDC défend une exigence d'équité. Justice pour les victimes de l'Est, justice dans la gouvernance et la traçabilité des ressources, justice enfin dans les règles financières internationales afin que les pays comme la RDC puissent accéder à des financements responsables, soutenables et adaptés aux impératifs de reconstruction et de développement. Le président a conclu en affirmant que la RDC a cessé d'être une périphérie des relations internationales et y occupe à nouveau une place centrale, reconnue et écoutée. Cette position sera employée pour défendre ce qui est le plus cher: la souveraineté, l'intégrité territoriale, la dignité du peuple congolais et la vocation du pays à être une solution pour l'Afrique et pour le monde. Ce repositionnement géostratégique s'appuie sur une réalité économique que le discours présidentiel a longuement développée, démontrant que malgré un contexte de guerre, d'agression et de tensions géopolitiques mondiales, l'économie congolaise n'a pas cédé. Elle a tenu, elle a résisté et dans plusieurs domaines, elle a progressé. Cette résilience macroéconomique remarquable constitue le socle sur lequel repose l'ambition géopolitique du pays. Car une puissance diplomatique ne peut s'affirmer durablement sans une base économique solide. Voyons maintenant sa présentation sur les performances macroéconomiques malgré l'adversité. Dans un contexte de guerre, d'agression, de chocs externes et de tensions géopolitiques, l'économie congolaise a fait preuve d'une résilience remarquable en 2025. Le président Tshisekedi a présenté des chiffres éloquents. L'inflation est passée de 11,7% fin 2024 à 2,5% en rythme annuel fin octobre 2025, nettement en-dessous de l'objectif de 7% fixé par la Banque centrale. Le franc congolais s'est apprécié d'environ 29% par rapport au dollar sur les marchés officiels et parallèles, retrouvant une stabilité que le peuple n'avait plus connue depuis longtemps. Cette appréciation reflète la confiance retrouvée dans la gestion économique et la crédibilité des politiques monétaires. Les réserves de change ont atteint près de 7,4 milliards de dollars, soit environ 3 mois d'importation, conforme aux standards du FMI. La balance des biens reste excédentaire avec un surplus provisoire de 9,9 milliards de dollars fin août 2025. La croissance économique est estimée à 5,6% en 2025, au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Elle est portée par le secteur minier, mais aussi par la montée progressive des secteurs non extractifs. Ces résultats traduisent la mise en œuvre du programme d'action 2024-2028, axé sur le pouvoir d'achat, l'emploi et la diversification économique. Sur le plan budgétaire, 2025 a été marqué par une meilleure mobilisation des recettes et une discipline accrue de la dépense. Le Trésor a mobilisé environ 25 014,6 milliards de francs congolais pour des dépenses de 29 202 milliards, soit un déficit maîtrisé de 4 185,6 milliards, compte tenu de la guerre à l'Est
et des priorités sociales comme le programme de développement local des 145 territoires. Ces avancées reposent sur un chantier de modernisation fiscale, généralisation de la facture normalisée TVA, digitalisation de la chaîne de recettes, création de la KEPIRAP pour assainir l'appareil fiscal et de la Commission nationale de médiation fiscale pour sécuriser les contribuables. Le projet de budget 2026 se caractérise par son ambition et son équilibre, avec recettes et dépenses estimées à 59 020,5 milliards de francs congolais, 20,3 milliards de dollars, en hausse de 16,4% par rapport au budget rectificatif 2025. Ce cadrage vise à consolider la stabilité macroéconomique, maintenir une trajectoire soutenable et engager le doublement des recettes courantes d'ici 2028. Il renforce la capacité de l'État à financer en souveraineté ses priorités: infrastructures, sécurité, diversification économique et secteurs sociaux, dans une logique de réduction des inégalités et de reconstruction des territoires affectés. Cette rigueur budgétaire a servi la dignité de celles et ceux qui servent l'État. La masse salariale mensuelle atteint environ 1 250 milliards de francs congolais, dont 960 milliards pour plus de 1,7 million d'agents publics. Le gouvernement a apuré les accords de Biboua pour l'enseignement supérieur, amélioré le traitement de base des agents, intégré 2500 magistrats dans la paye et redéployé des économies de fonctionnement vers la rémunération. La politique budgétaire a aussi permis le doublement des rémunérations des militaires et policiers, le financement des premiers jalons de la couverture santé universelle, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire et le versement régulier des cotisations sociales à la SENSAP. Depuis mai 2025, militaires et policiers sont intégrés au régime spécial de sécurité sociale de la SENSAP, avec des cotisations partagées, 8% pour l'État, 4% pour l'agent, et une couverture renforcée, retraite, risque professionnel, prestations familiales. Cette extension sécurise leur avenir social et reconnaît leurs services. Le président a insisté sur le fait que la stabilité macroéconomique doit se ressentir dans le panier de la ménagère, d'où une politique active de lutte contre la vie chère. Dans le secteur pétrolier, les négociations ont permis de réduire le litre d'essence à la pompe de 2 990 à 2 440 francs dans la zone ouest, de 3 772 à 3 280 dans la zone nord et de 3 889 à 3 330 dans la zone sud, avec un impact sur les coûts de transport. Le gouvernement a mis fin à la subvention pétrolière pour les sociétés minières et leurs sous-traitants, faisant passer les recettes fiscales pétrolières d'environ 4 milliards à 63 milliards de francs dès le premier mois de la réforme, tandis que les pertes ont été contenues autour de 30 millions de dollars en 2025. Dans le Grand Katanga, le sac de 25 kg de maïs, qui atteignait 50 dollars en période de soudure, se situe désormais entre 13 et 15 dollars et le mètre carré est stabilisé à 3 000 francs à Lubumbashi. Le Forec a financé la production vivrière et les capacités de stockage, tandis que l'application Talo et l'action de centaines d'inspecteurs économiques modernisent la surveillance des prix et la lutte contre la spéculation. Ces efforts montrent que le combat pour le pouvoir d'achat se mesure dans la vie quotidienne des ménages. Le président a reconnu que les effets ne sont pas encore pleinement perceptibles partout, mais a promis de prolonger et intensifier l'action en sécurisant les approvisionnements, en réduisant les surcoûts, en combattant la spéculation et en soutenant la production locale. L'objectif est que la croissance se traduise en amélioration concrète des conditions de vie, en réponse aux critiques visant les politiques de stabilisation trop éloignées du bien-être populaire. Au-delà des performances macroéconomiques, le discours a longuement abordé la refondation de la gouvernance minière. En 2025, le gouvernement a poursuivi des réformes pour que les ressources deviennent moteurs de développement. Parmi les avancées, assainissement du fichier cadastral avec la reprise de 30 000 périmètres auprès d'opérateurs défaillants, formalisation de zones de recherche géologique couvrant 36 000 km², fixation de quotas d'exportation de cobalt permettant à la RDC d'influer sur le marché et classement de Masisi et Kaléé en zone rouge, interdisant toute activité minière dans les zones contrôlées par des groupes armés. L'ouverture d'un bureau du CEEC à Washington facilite la vente directe sur le marché américain et renforce la valeur ajoutée nationale. L'installation d'un laboratoire national à Musompo
et le déploiement de la plateforme Eutemin améliore traçabilité et transparence. Ces réformes s'accompagnent d'orientations claires. Meilleure connaissance géologique, digitalisation du cadastre, formalisation de l'artisanat minier, contrôle du quota d'emploi congolais, protection de l'environnement et des communautés locales. Elles répondent aux exigences internationales de diligence raisonnable et visent à ce que les revenus miniers profitent davantage aux populations. Cette section met en lumière une stratégie économique combinant stabilité macroéconomique, modernisation fiscale, lutte contre la vie chère, réforme de la gouvernance minière et amélioration des conditions de vie des agents publics. Cette résilience constitue le socle des ambitions de transformation nationale. Mais la croissance et la stabilité monétaire ne suffisent pas à transformer structurellement un pays. Le développement exige infrastructures modernes, agriculture performante, énergie accessible et services publics de qualité. C'est cette transformation structurelle, routes, électricité, agriculture, éducation, santé, qui porte l'ambition de traduire la croissance en développement humain, durable et équitable sur l'ensemble du territoire. Analysons son message sur les corridors d'unité nationale et la révolution infrastructurelle. La modernisation des infrastructures de transport constitue le cœur de la politique nationale de développement portée par le président Tshisekedi. Le discours a détaillé un programme ambitieux de réhabilitation routière, ferroviaire et aéroportuaire visant à désenclaver les provinces, à relier les centres de production au marché et à renforcer l'unité nationale. En 2025, 8000 km de routes de desserte agricole ont été entretenues via le FONER. Le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en déployant des brigades routières dans chaque province. En 2026, le gouvernement ouvrira de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3 735 km de routes stabilisées sur l'ensemble du territoire. Le président a énuméré avec précision les tronçons concernés. Sur la RN1, 115 km entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km reliant Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimayi. Sur la RN2, 475 km joignant Mbujimayi à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connectant Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km entre Lusambo et Tchofa. Sur la RN8, 856 km reliant Ilebo à Ikela via Boende et Ingende. Enfin, sur la RN4, 750 km pour relier Kisangani, Beni et Mahagi. Le gouvernement modernisera en partenariat public-privé le tronçon Kisangani-Ubundu, 125 km. Les études de faisabilité du chemin de fer Kindu-Goma seront finalisées, tandis que le projet Kalemi-Mbujimayi-Kananga-Ilebo et le tracé Kalemi-Mweditu-Kindu ouvriront de nouvelles perspectives de désenclavement. La réhabilitation de la ligne urbaine Kinshasa-Mbudi-Tombo-Magasin et le lancement du chemin de fer Kananga-Mbujimayi-Kabalo renforceront la mobilité nationale et métropolitaine. Le gouvernement poursuivra la modernisation des aéroports de Gemena, Kikwit, Manda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, Kolwezi, Boma, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa-Njili. Ces avancées traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. Cette vision infrastructurelle répond à un diagnostic. Le sous-développement ne résulte pas d'une absence de ressources, mais de l'enclavement, de la fragmentation territoriale et de l'impossibilité d'accéder au marché à des coûts compétitifs. En construisant ces corridors, le gouvernement pose les fondations d'une économie intégrée capable de valoriser les productions locales et de réduire la dépendance aux importations. Dans le domaine aérien, Air Congo dessert désormais 11 lignes domestiques avec 2 Boeing 737-800. 2 ATR-72 viendront renforcer la flotte en 2026, tandis qu'un plan d'expansion prévoit l'ouverture de 14 destinations africaines, puis de liaisons vers l'Europe et le Moyen-Orient.
Dans le domaine maritime, les travaux du port en eau profonde de Banana démarrent, offrant à la RDC une porte océanique capable de réduire les coûts de transport et de créer des milliers d'emplois. Dans le ferroviaire, la réhabilitation des tronçons Matadi-Kinshasa a permis la reprise du trafic voyageurs, marqué par un premier voyage symbolique, le 18 octobre 2025, signifiant la renaissance du rail congolais, indispensable au transport de masse. Dans le fluvial, une campagne de balisage a été lancée sur les rivières Congo, Kwilu et Kasai, s'ajoutant aux 1734 km déjà sécurisés sur le fleuve Congo, avec 105 km à baliser sur la rivière Kwilu pour améliorer la sécurité de la navigation. Parallèlement, le secteur énergétique connaît une accélération sans précédent. En 2019, seuls 9% des Congolais avaient accès à l'électricité. En 2025, ce taux s'établit à 21,5%, la progression la plus rapide de l'histoire du pays. Ce bond s'inscrit dans le compact énergétique, colonne vertébrale de la mission 300, qui vise à porter l'accès à 62% d'ici 2030, d'accélérer la cuisson propre et de mobiliser les financements publics et privés. Au cours de l'année, des dizaines d'ouvrages ont été mis en service, apportant l'électricité à plus d'1 million de Congolais supplémentaires. La centrale de Kakobola franchit ses ultimes jalons, la plupart des prérequis techniques et financiers étant levés. La SNEL a remis en service plusieurs groupes, dont le G25 Dinga 2, avec 193 MW récupérés, une puissance plus grande que celle de toute la République centrafricaine. Cette révolution énergétique s'étend à la distribution avec l'électrification rurale et périurbaine, la réduction des pertes techniques et l'amélioration de la gouvernance de la SNEL. Le président a insisté sur le fait que l'accès à l'électricité constitue un préalable indispensable à l'industrialisation, à la modernisation de l'agriculture et à l'amélioration des conditions de vie des ménages. Dans le domaine agricole, le gouvernement a lancé le 28 août 2025 la campagne agricole 2025-2026, placée sous le signe de la souveraineté alimentaire. Des moyens importants ont été mobilisés pour doter les producteurs de semences améliorées, d'engrais, de produits phytosanitaires et de matériel aratoire, dont 600 tracteurs pour accélérer la mécanisation. Pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, plusieurs milliers de tonnes de semences vivrières et maraîchères, des dizaines de milliers de kilomètres linéaires de boutures de manioc et des millions de plantules de cultures pérennes ont été programmées. Le gouvernement a lancé une campagne de promotion des cultures pérennes avec l'ambition d'atteindre 120 000 tonnes de cacao et 50 000 tonnes de café à l'exportation, créant des revenus durables pour les petits planteurs. Un mécanisme novateur d'assurance agricole indicielle a été déployé. Plus de 100 000 agriculteurs bénéficient déjà d'un produit d'assurance lié aux risques climatiques. Et de nouveaux produits couvriront dès 2026 les maladies des cultures. Dans la pêche et l'élevage, le gouvernement a relancé la modernisation avec l'acquisition d'une flotte de pêche et la mise en place d'une chaîne de froid. Le développement de 8 pôles avicoles à Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Butembo, Chikapa, Gbadolit, Pisangani et Bukavu vise à réduire la dépendance aux importations et à structurer des chaînes de valeur complètes. Ces avancées s'inscrivent dans une stratégie de souveraineté alimentaire visant à réduire les importations massives qui pèsent sur la balance commerciale et exposent le pays aux chocs externes. Cette volonté de transformation du secteur agricole constitue un pilier essentiel de la diversification économique, car un pays qui dépend des importations alimentaires ne peut prétendre à la souveraineté véritable ni à la stabilité sociale durable. Dans la sécurité intérieure, au-delà de la guerre à l'Est, le président a évoqué la montée du banditisme urbain à Kinshasa et dans nombre de villes, où des bandes de Kuluna sèment la panique. L'État a intensifié l'opération Dobolo dans 10 provinces pour démanteler ces bandes violentes. Le gouvernement a engagé une gouvernance sécuritaire de proximité avec le déploiement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Plus de 4 500 membres, incluant autorités administratives, élus, forces de sécurité et société civile, ont été formés pour élaborer des plans de sécurité adaptés. Le président a promulgué le 1er juillet 2025 la loi de programmation de la réforme policière pour 2026-2030,
prévoyant sur 5 ans l'acquisition d'équipements adaptés, le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers, la mise à la retraite de 10 000 agents et un vaste programme de construction d'infrastructures. Dans ce cadre, 700 nouvelles recrues suivent leur formation à Kassangulu, tandis que l'école de police de Kapoloé, réhabilitée et portée à 2000 apprenants, s'apprête à accueillir de nouvelles promotions. Simultanément, le gouvernement a poursuivi l'équipement en moyens de mobilité de l'ensemble des services de sécurité et les administrateurs de territoire sont dotés de véhicules de fonction pour que l'autorité de l'État soit présente et réactive. La stabilité repose aussi sur la paix au sein des communautés. Des audiences foraines et des campagnes de médiation ont été menées au Sud Kivu, au Mandombe, dans la Chouapa et au Tanganyika, permettant de résoudre de nombreux différends et de pacifier des zones entières. À Boende, un rituel de réconciliation a scellé le rapprochement entre les communautés Mbole et Lengola, tandis qu'un forum de la paix est en préparation pour le Grand Bandundu. La certification des entités coutumières, la reconnaissance à titre pilote de plus de 350 chefs coutumiers dans le Haut-Élé, ainsi que le lancement d'un cadre de concertation pour la protection des peuples autochtones pygmées traduisent la volonté de réguler ce secteur sensible et de renforcer l'autorité de l'État sans renier les traditions. Garantir la sécurité implique aussi de mieux connaître les citoyens. Après des décennies de tentatives avortées, le gouvernement a remis sur les rails le processus d'identification nationale. L'ONIP se prépare avec un budget stabilisé dès 2026 à lancer des opérations de collecte des données en mutualisant les acquis de la CENI. Les kits et données d'enrôlement seront transférés à l'ONIP pour que les électeurs enrôlés puissent être les premiers à recevoir une carte d'identité nationale sécurisée. Cette identification constitue un préalable indispensable à la modernisation de l'administration, à la sécurisation des transactions économiques et à l'exercice effectif de la citoyenneté. Cette section révèle l'ampleur de la transformation structurelle engagée dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la sécurité intérieure et l'identification nationale. Ces investissements massifs visent à créer les conditions matérielles du développement durable, de la stabilité sociale et de l'unité nationale. Ils s'inscrivent dans une vision cohérente articulant performance macroéconomique, gouvernance réformée et amélioration des conditions de vie. Cette stratégie répond à une exigence, la paix véritable prendra corps dans le quotidien retrouvé. L'État qui revient avec l'école et les centres de santé, les routes qui s'ouvrent, les marchés qui reprennent vie et une jeunesse à qui l'on offre des perspectives d'avenir. Le discours sur l'état de la nation, prononcé par le président Félix Tshisekedi le 8 décembre 2025, expose la stratégie géopolitique d'une nation qui affirme son ambition de devenir une puissance d'influence. L'année 2025 aura été celle des contradictions majeures. La prise de Goma et Bukavu par le M23, soutenu par le Rwanda, des violations massives des droits humains et le déplacement de populations entières. Simultanément, des avancées diplomatiques historiques avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité condamnant l'agression rwandaise et les accords de Washington signés le 27 juin 2025. Cette double réalité soulève des questions fondamentales sur la cohérence entre engagement diplomatique et comportement sur le terrain. Le président a dénoncé les violations immédiates des accords par le Rwanda dès le lendemain de leur entérinement le 4 décembre. Les accords de Washington apparaissent moins comme une solution définitive que comme un levier stratégique permettant d'isoler juridiquement l'agresseur et de mobiliser la pression internationale. L'enjeu réel de cette guerre dépasse les considérations territoriales ou ethniques. Le président l'a qualifié de guerre d'agression par procuration, visant à contester la souveraineté congolaise sur un espace hautement stratégique, riche en minerais critiques. Cette qualification géoéconomique révèle la dimension mondiale du conflit. L'Est de la RDC concentre des gisements exceptionnels de coltan, cobalt, or et autres minerais indispensables à la transition énergétique. Le contrôle de ces ressources représente un enjeu géostratégique majeur dans la compétition mondiale pour la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Le repositionnement international de la RDC constitue l'une des réalisations majeures de 2025. Avec une élection au Conseil de sécurité pour 2026-2027, une adhésion au Conseil des droits de l'homme,
une vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU et la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la RDC s'affirme comme un acteur diplomatique de premier plan. Cette multipolarité diplomatique donne au pays une marge de manœuvre considérable pour négocier les meilleures conditions de coopération. La résilience macroéconomique remarquable enregistrée en 2025, malgré le contexte de guerre, constitue le socle de cette ambition géopolitique. Une inflation ramenée de 11,7% à 2,5%, une appréciation du franc congolais de 29% face au dollar, des réserves de change de 7,4 milliards de dollars et une croissance de 5,6% démontrent que la gestion économique s'améliore significativement. Le budget 2026 de 20,3 milliards de dollars marque une progression de 16,4%. La transformation structurelle engagée dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture vise à créer les conditions matérielles d'un développement durable. La réhabilitation de 3735 km de routes, l'accélération de l'électrification portant le taux d'accès de 9% en 2019 à 21,5% en 2025 avec un objectif de 62% en 2030. Et la modernisation de la gouvernance minière constitue les piliers de cette stratégie. Des défis majeurs persistent. La violation immédiate des accords de Washington par le Rwanda interroge sur l'efficacité des mécanismes de vérification. La persistance du banditisme urbain avec les Kuluna révèle la fragilité de la sécurité intérieure. Les coûts logistiques élevés, la faible productivité agricole et la dépendance aux importations alimentaires demeurent des obstacles structurels. Le discours dessine les contours d'une république en profonde mutation, affirmant sa souveraineté face aux agressions, diversifiant ses alliances internationales, stabilisant son économie et transformant ses ressources stratégiques en levier de puissance géopolitique. La réussite de cette ambition dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire, à accélérer la réforme de l'appareil sécuritaire, à garantir la traçabilité des ressources minières et à traduire la croissance macroéconomique en amélioration concrète des conditions de vie des populations. Les accords de Washington constitueront-ils un tournant vers la paix durable ou ne représentent-ils qu'une énième séquence diplomatique sans lendemain? C'est à l'aune des réponses concrètes apportées que le peuple congolais jugera la pertinence de la vision présidentielle. Chers téléspectateurs d'Inside News Review, nous arrivons au terme de cette investigation approfondie sur le discours présidentiel relatif à l'état de la nation prononcé le 8 décembre 2025. Nous avons décrypté les dimensions sécuritaires, diplomatiques, géopolitiques, économiques et structurelles d'un message qui révèle l'ambition d'une république en pleine mutation, refusant le statut de victime passive et affirmant son rang de puissance régionale appelée à peser sur les décisions qui façonnent l'avenir du continent africain et du monde. Cette émission a mis en lumière les contradictions, les avancées et les défis qui traversent l'action gouvernementale dans un contexte de guerre d'agression à l'Est, de repositionnement géostratégique international et de transformation économique structurelle. Nous vous invitons à poursuivre cette réflexion en partageant vos analyses, vos observations et vos questionnements dans les commentaires. Votre participation enrichit le débat démocratique et contribue à construire une conscience citoyenne informée et critique. N'hésitez pas à partager cette émission avec vos proches, vos collègues et vos réseaux afin que l'information circule librement et que le plus grand nombre puisse accéder à une analyse rigoureuse et documentée de l'actualité politique congolaise. Abonnez-vous à notre chaîne Inside News Review pour ne manquer aucune de nos investigations sur les enjeux majeurs qui façonnent l'avenir de la République démocratique du Congo. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission d'Inside News Review, où nous continuerons à décrypter l'actualité avec rigueur, professionnalisme et indépendance. Restez informés, restez critiques, restez engagés.